pouvoir me rejoindre sur ce cycle en 3 parties. Nous sommes aujourd'hui sur la deuxième partie, donc confiance en soi, comment la booster. Nous avons eu la chance la semaine dernière de suivre un premier rendez-vous et nous retrouverons vendredi prochain un troisième et dernier rendez-vous. Bonjour Claire, très heureux Bonjour. de vous accueillir sur Happy Visio pour ce rendez-vous avec ce partenaire de la Mutuelle des métiers et de la justice et de la sécurité. On dira plus rapidement la MMJ, et puis Corinne Ouliez nous rejoint aussi. Bonjour Corinne, Bonjour à toutes, bonjour à tous. heureux de vous accueillir aussi. On va débuter Merci. tout de suite par ce rendez-vous et vous allez pouvoir prendre la parole chacune par intermittence. Merci à vous. Merci Bonjour, beaucoup cher binôme. Alexandre. Bonjour Alors, Claire m'appelle maintenant son copilote. Alors j'adore. Copilote et Alors binôme de merci. choc. Binôme et copilote. Bonjour à toutes et tous pour ce deuxième rendez-vous du cycle de la MMJ. On est content de vous retrouver pour participer à vous aider à retrouver votre équilibre émotionnel. Claire et moi, donc sous l'impulsion de la MMJ, on a décidé de vous parler aujourd'hui de confiance en soi. On a réparti le sujet en 2 parties. J'animerai la première en soulevant l'idée que vouloir développer la confiance en soi, sans finalement s'interroger avant sur son fonctionnement, sur ses mécanismes internes, ça reviendrait alors je vais avancer, je voulais mettre le diaporama sur la bonne slide. Voilà pour le sommaire. Je disais donc que vouloir développer sa confiance en soi, ça impose de s'interroger, de se questionner sur son fonctionnement ou ses mécanismes. Sinon, ça reviendrait à monter sur son vélo et se mettre à pédaler à fond sans avoir détaché l'antivol. On va prendre le temps de comprendre les freins, d'identifier les résistances, de pouvoir ensuite se dire, voilà, maintenant que je me suis libérée de ces freins, de ces résistances, je peux ouvrir la voie à la confiance en soi. Claire, dans la deuxième partie, elle prendra le relais pour développer l'expérience de la confiance en soi à travers la réussite, les objectifs qu'on se fixe. Elle vous partagera de précieux conseils, ces précieux conseils de naturopathe pour pouvoir soutenir naturellement la confiance en vous. On va se garder un petit temps pour répondre aux questions à la fin de cette présentation, mais vous pouvez déjà les mettre, si vous voulez, dans le chat. Et puis Claire et moi, on s'occupe de les repérer et de les mettre en évidence après. Alors, avant de poursuivre, on va commencer par un petit sondage. On vous pose la question sur une échelle de 1 à 10. À combien estimez-vous votre niveau de confiance en vous ? On vous propose de faire cette estimation. Alors, c'est vraiment une évaluation, c'est une auto-évaluation, c'est très personnel. Tapez dans le chat, on vous invite à mettre vos réponses dans le chat sur une échelle de 1 à 10, à combien vous estimez votre niveau de confiance en vous. On vous laisse le temps de répondre et puis le temps que vous répondiez, que vous preniez le temps d'estimer ce niveau de confiance en vous, on va commencer à introduire la notion de confiance en soi. Un premier temps pour se comprendre et s'accepter. La confiance en soi, c'est quelque chose de fondamental dans la vie privée comme dans la vie professionnelle, on en a besoin. Est-ce que avoir confiance en soi, c'est quelque chose d'inné ou est-ce que c'est quelque chose qu'on l'acquiert au fil du temps, au fil de l'eau? Est-ce que c'est un handicap qui peut un jour se transformer en force, en moteur? Est-ce que ça se voit que je n'ai pas confiance en moi? Est-ce qu'on est tous égaux à ce sujet? La confiance en soi, on le définit comme un état interne, c'est un ressenti, c'est une émotion. C'est pour ça que ça fait partie de ce cycle. Donc pour commencer, on va s'attacher à comprendre les mécanismes internes qui se jouent en nous. Alors, comprendre nos états internes, nos processus internes, parfois on a l'impression d'avoir atteint nos limites. Mais en réalité, ces limites, elles sont celles qu'on s'est posées, dont on se les pose nous-mêmes, les limites. Est-ce que ça correspond réellement à la réalité ? On a tous des ressources qu'on ignore ou qu'on n'a pas forcément encore découvert, comme une espèce de potentiel qui serait resté caché, qui est caché par des blocages, par notre histoire personnelle, par des peurs aussi parfois. Ça demande un petit travail d'introspection, de comprendre qui on est vraiment, repérer nos pensées limitantes parfois, nos freins. Ce travail, il aide à mieux se connaître pour progressivement apprendre à mieux s'accepter tel qu'on est. Et ça, c'est essentiel de se sentir en accord avec soi-même pour pouvoir se faire confiance ensuite.
Pour comprendre le mécanisme de votre fonctionnement dans une situation donnée, une situation dans laquelle vous manquez de confiance en vous, par exemple, je vous invite à vous questionner. Cette façon de fonctionner, on appelle ça une analyse fonctionnelle, c'est une réflexion, une espèce de remise en question qui conduit progressivement à la résilience, à un changement de comportement. On va prendre un exemple un peu concret pour que ce soit plus simple. Une situation au travail où vous vous dites, bah voilà, moi j'ai pas confiance en moi quand il s'agit de m'affirmer, quand il faut affirmer mon point de vue dans mon service. Vous allez observer les choses selon différentes dimensions. D'abord, quelles sont vos représentations mentales à ce sujet? Qu'est-ce que vous pensez? Quelles sont vos croyances? Vous allez distinguer vos représentations mentales actuelles ou passées et les représentations mentales telles que vous souhaitez qu'elles évoluent. Jusqu'à présent, je peux me dire, je me disais que je n'ai pas beaucoup d'expérience, je ne me sens pas légitime dans mon service, je ne sais pas m'exprimer aussi bien que mes collègues, je les trouve plus à l'aise, mon projet ne va pas forcément être accepté, ça va être rejeté, ou j'ai peur d'être ridicule, etc. Voilà, ça c'est où j'en suis actuellement. À l'avenir, dans quel état d'esprit je voudrais pouvoir aborder cette situation parce que j'ai envie qu'elle évolue? Eh bien, je peux très bien me dire, à l'avenir, il faut que je me dise, mes représentations mentales, elles vont évoluer, il faut que je réussisse à penser qu'après tout, on me paye pour que je m'exprime. Je suis aussi légitime que mes collègues. Même si mon idée n'est pas retenue, j'aurais participé à l'intelligence collective, par exemple. Je peux me dire, après tout, chacun s'exprime à sa manière, ce qui compte, c'est les idées, etc., etc. Donc, je fais au départ l'état des lieux de mes pensées sur un sujet donné, et ensuite, je vais projeter la version corrigée de mes pensées pour enrayer ce mécanisme négatif qui empêche naturellement la confiance en soi. Ça, c'est le premier aspect. Après, le deuxième aspect, je peux observer les choses sous un autre angle et me questionner, qu'est-ce que je ressens dans cette situation? Mes sensations, mes émotions. Là encore, je vais distinguer mes sensations et mes émotions passées ou actuelles, là où j'en suis aujourd'hui, et celles telles que je veux les faire évoluer. Alors, jusqu'à présent, quand j'ai peur de m'exprimer ou je ne suis pas sûre de moi dans le service, je peux très bien me dire, j'ai peur de me lancer. Voilà, émotionnellement, c'est plus une peur. Le frein, il est là. J'ai peur de participer, je me sens fébrile, je suis frustrée, parfois je suis même agacée, je suis même un peu... Ça m'arrive d'être écœurée ou d'être un peu irritée de la situation, je me sens même parfois méprisée. C'est difficile parfois de poser des mots. Prenez un peu de temps pour détecter ce que ça évoque pour vous, les émotions. Prenez ce temps-là parce que ça peut prendre un peu de temps pour faire émerger, de poser les bons mots en fait sur le ressenti. Donc ça, c'est où j'en suis actuellement. Et puis, je vais me dire, à l'avenir, comment je veux faire évoluer ce ressenti, ces émotions? À l'avenir, je voudrais pouvoir me sentir contente de moi. Je veux me sentir détendue dans cette situation. Je veux pouvoir me sentir confiante quand je suis dans mon service avec mes collègues. Je veux me sentir à ma place, en harmonie. Je veux me sentir épanouie. Je veux pouvoir y aller, participer avec enthousiasme. Voilà, c'est un peu le changement que je projette. Je fais l'état des lieux des émotions et des sensations dans la situation là où j'en suis maintenant, et je projette la version corrigée de mes émotions et de mes sensations pour, encore une fois, enrayer le processus négatif qui empêche à la confiance en soi de s'installer. Autre aspect, je vais observer mes réactions. Quels sont mes comportements, mes réactions, ce que je fais, les conséquences relationnelles de mes comportements. Toujours en distinguant jusqu'à présent et ensuite, qu'est-ce que je projette? Comment je veux faire évoluer mon comportement? Jusqu'à présent, j'aurais tendance à me mettre au fond de la salle, j'écoute les autres, j'observe, je valide un peu tout le monde, mais moi, je reste plutôt effacée. Je ne vais pas oser m'imposer. Quand on va me poser une question, je vais bafouiller, je vais avoir tendance à répondre assez timidement, etc. Ça, c'est en l'état actuel, j'en suis là. Maintenant, qu'est-ce que je veux projeter? Comment, à l'avenir, je veux faire évoluer ces réactions et ces comportements? Je veux me sentir solide. Je veux me sentir droite dans mes bottes. Je veux pouvoir proposer mes idées en parlant d'une voix claire, d'une voix assurée. Je veux pouvoir me lever quand je prends la parole, par exemple. Je veux pouvoir affirmer mes points de vue sans me renier en réalité. Et donc, à chaque fois, je fais l'état des lieux de mes pensées, de mes émotions ou de mes comportements dans la situation en question. Et je projette en face la version corrigée de mes pensées, de mes émotions et de mes comportements pour pouvoir enrayer le mécanisme négatif qui empêche à la confiance en soi de s'installer. Tout ça, ça sert à développer des stratégies mentales pour engager un changement, pour engager un processus de développement personnel. Dans toute démarche de ce type, c'est sur soi qu'il faut travailler, c'est en soi qu'il faut aller chercher. Donc, ça impose de se questionner de cette façon. Alors, il y a aussi quelque chose que je mets en perspective à côté de ça, c'est les valeurs.
pour vous aider à affirmer la meilleure version de vous-même. Toutes ces questions, vous allez pouvoir les faire résonner avec votre système de valeurs. Les valeurs, ça représente des croyances qui sont étroitement liées à nos émotions. C'est elles qui vont influencer en grande partie vos attitudes, vos choix, vos comportements dans la vie. C'est donc important à un moment donné de les clarifier pour vous sentir bien aligné. Vous voyez, une sensation d'être en congruence avec vous-même pour pouvoir ensuite gagner en confiance en soi. Alors, vous allez vous questionner sur ce qui est important pour vous, ce qui est essentiel pour vous dans la vie de façon générale ou plus particulièrement dans votre vie professionnelle, par exemple. Et pour vous aider, réfléchissez d'abord aux valeurs individuelles. Est-ce que pour vous, est-ce que c'est le pouvoir qui est important? Avoir le pouvoir, est-ce que c'est important? Est-ce que la réussite est importante? Est-ce que l'autonomie, c'est une donnée essentielle pour vous? Est-ce que la reconnaissance, vous en avez besoin pour votre équilibre, etc. Voilà. Questionnez-vous sur les valeurs individuelles. Et puis ensuite, vous allez réfléchir à vos valeurs, les valeurs collectives. Est-ce que pour vous, l'esprit d'équipe, c'est important? Est-ce que c'est important de se mettre en compétition? Est-ce que c'est la bienveillance ou l'entraide qui prime? Est-ce que vous avez besoin de vous sentir encadré dans une hiérarchie, etc. Quand vous avez clarifié ces valeurs individuelles et collectives, je vous invite à les classer, à les prioriser par ordre d'importance en faisant des catégories. Vous pouvez très bien mettre d'un côté toutes les valeurs qui sont liées au travail, l'entreprise, les projets, vos aspirations, vos formations par exemple. Toutes les valeurs qui vont être liées à l'aspect relationnel, que ce soit en famille, avec vos amis, avec vos collègues, toutes les relations en général, même en amour par exemple. Et puis, toutes les valeurs qui sont liées à d'autres domaines comme la santé, les loisirs, le temps pour soi, définir un petit peu toutes ces priorités. On dit que les personnes épanouies, les personnes qui s'accomplissent, qui se réalisent, ce ne sont pas celles qui courent à tout prix après le succès. Ce sont celles qui sont alignées avec leurs valeurs, qui se sentent en congruence avec elles-mêmes. Alors, observez, quand vous avez fait la liste de ces valeurs, celles qui sont satisfaites et celles qui ne le sont pas. À quel moment vous sentez qu'il y a des conflits de valeurs entre, par exemple, ce que vous êtes, ce que vous montrez à l'extérieur, est-ce que c'est conforme avec ce que vous êtes à l'intérieur? À quelle valeur de l'entreprise vous vous identifiez, par exemple? Est-ce qu'il y a des choses que vos valeurs, elles vous permettent de faire très naturellement, très instinctivement, sans avoir besoin de faire d'efforts? Qu'est-ce que je peux changer pour me rapprocher davantage de mes valeurs? Quand on engage une démarche de développement personnel, on devrait même commencer par ça. Je trouve qu'on devrait commencer par clarifier nos valeurs en les acceptant. Ça permet d'accepter ce que je suis profondément, ce que je suis au fond de moi. Et pour moi, c'est le début de l'affirmation de soi. S'accorder sur ces valeurs, c'est le début de l'affirmation de soi. Alors, une fois qu'on a fait ça, on a déjà fait un bon petit bout de chemin. On peut s'attarder aussi à relever, à détecter nos messages contraignants. Alors, les messages contraignants, c'est un autre truc à prendre en compte quand on est dans cette démarche. Comment on explique ça? C'est-à-dire que chacun de nous, on a intégré depuis longtemps des espèces de petites injonctions personnelles, des petits messages qui vont s'élaborer depuis l'enfance et qui vont rester dans notre vie d'adulte. Au départ, c'est des petits messages qui s'installent chez nous enfants pour attirer l'attention des plus grands, des parents, des enseignants, des adultes en général. Mais ça finit par devenir des croyances. Voilà, l'enfant installe ces messages et ça finit par devenir des croyances chez l'adulte qu'on devient. Ces messages, ils peuvent être très aidants, très moteurs, hein, mais ça peut aussi être des freins, ça peut nous bloquer, ça peut parfois empêcher le changement. C'est une petite voix intérieure parfois qui peut être à la fois un moteur ou parfois un point bloquant. Alors, en repérant les messages, c'est comme si vous repériez les filtres, vous allez travailler à diminuer les sources de votre stress. Vous allez reprendre possession de vos choix sans être influencé par ces messages. Et du coup, vous respecterez davantage vos besoins et vous pourrez ainsi développer votre affirmation. Alors, vous aurez la possibilité de faire un petit diagnostic de vos messages contraignants. Vous retrouverez un test dans les ressources que je vous indiquerai tout à l'heure pour permettre de savoir dans quel profil vous vous situez. Il y a plein de profils différents. Vous les avez ici, soit parfait, fais plaisir, soit fort, fais des efforts et dépêche-toi. La conséquence, par exemple, du profil soit parfait, c'est le perfectionnisme. La conséquence du profil fait plaisir, c'est souvent la soumission. Soit fort, c'est le refoulement, le déni des émotions parfois.
fais des efforts, c'est l'épuisement. Voilà, la conséquence, ça va être l'épuisement. Dépêche-toi, ça va être parfois la panique, la perte de contrôle. Vous avez la possibilité même, en faisant ce petit diagnostic, de vous retrouver avec un profil à 2 têtes. Vous pouvez très bien être sois parfait et dépêche-toi, c'est possible. Le but, en fait, c'est simplement d'identifier les avantages de ce qu'on appelle ça des drivers, les points forts pour pouvoir reproduire les points forts, les exploiter au maximum, et puis de voir que dans ce profil, il y a aussi des petits pièges. Et du coup, ces points bloquants, vous allez essayer de les réduire, de les atténuer pour tirer vraiment que le meilleur parti du profil dans lequel vous vous situez. Vous pourrez d'ailleurs progressivement remplacer les messages contraignants par des messages qui vont vous aider, qui vont pouvoir devenir comme des petits mantras que vous répétez à chaque fois que vous êtes en flagrant délit, en train d'agir sous l'effet d'un driver qui pourrait être un petit peu limitant. Voilà, donc je vous donnerai le lien après pour la ressource pour aller faire ce petit auto-diagnostic. Pardon. Une fois qu'on a fait ce petit auto-diagnostic, on peut se poser la question de se dire, OK, la confiance en soi et l'estime de soi. Parce que cette analyse qu'on fait là depuis tout à l'heure, cette réflexion, mène aussi à se poser la question de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est une attitude intérieure, un truc interne, un dialogue interne qui consiste à se dire qu'on a de la valeur, on vaut quelque chose, on est unique et c'est pour ça qu'on nous aime d'ailleurs. Pour pouvoir ressentir cette estime de soi, il faut être fidèle à soi, il faut être fidèle à soi-même, fidèle à ses valeurs, fidèle à ses besoins, à nos émotions. Et ce dont on a parlé juste avant, comme ça permet de mieux se connaître, de s'accepter, de s'apprécier comme on est, ça participe à nous permettre de développer l'estime de soi aussi, s'aimer avec nos forces, nos faiblesses, nos difficultés, nos limites, ce qu'on est en fait. La confiance en soi, elle est davantage en rapport avec des capacités. Est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que je suis capable d'affronter cette situation? C'est l'idée de croire en son potentiel. Alors que la valeur qu'on s'accorde, autrement dit l'estime qu'on a de nous, elle va être fonction de notre capacité à réussir, à nous dépasser, à accomplir des choses. Donc on voit bien qu'il y a un lien entre les deux. L'un nourrit l'autre, on pourrait dire. L'estime de soi, il faut aussi tenir compte que c'est très sensible au jugement, c'est très sensible aux critiques. Il y a un proverbe qui dit « S'il n'y a pas d'ennemis à l'intérieur, les ennemis de l'extérieur, ils ne pourront pas m'atteindre. » Ça dit bien que si je travaille à mieux me connaître, à mieux m'accepter, je vais davantage faire face aux critiques, je ferai face à ces jugements avec plus de facilité, avec plus d'aisance. Voilà, donc ça c'est pour faire le lien entre confiance en soi et estime de soi. L'un alimente l'autre, mais parfois dans tout ça, notre propre ennemi, c'est nous-mêmes. Le propre ennemi, c'est nous-mêmes, et on se rend compte qu'on peut développer un profil, un état qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, qui fait qu'on est un petit peu drivé par nos complexes. Alors, on va définir ce que c'est que le syndrome de l'imposteur. Est-ce que vous souffrez de ce syndrome? Vous pouvez vous poser la question, est-ce que vous avez déjà eu l'impression de ne pas être à la hauteur? Est-ce que vous avez tendance à attribuer vos réussites à des causes ou à des facteurs externes au lieu de vous attribuer la réussite à vous-même? Est-ce que vous avez déjà l'impression qu'on vous surestimez, qu'on vous surévalue dans vos compétences, dans votre métier par exemple? Est-ce que vous avez peur qu'un jour on fasse la preuve que, oh là là, mais attention, c'est pas du tout la bonne personne, on fasse la preuve de votre incapacité? Le complexe de l'imposteur, c'est clairement l'anti-héros de la confiance en soi. Ça ne se limite d'ailleurs pas à la vie professionnelle, ça peut aussi toucher la vie personnelle, la vie sociale. On peut la ressentir très ponctuellement, ou parfois certains, malheureusement, en souffrent toute leur vie, ou on peut aussi la ressentir dans un domaine en particulier, alors que d'autres peuvent aussi la ressentir dans plein de domaines différents. Là encore, je vous proposerai de faire un petit test que je mettrai dans les ressources aussi pour identifier en cette question, est-ce que vous faites partie des personnes qui souffrent de ce syndrome? Est-ce que vous êtes en proie à ce sentiment d'illégitimité? Alors, pour se débarrasser de ce syndrome, parce que le but, c'est de pouvoir se débarrasser de ça, pour enrayer les complexes et arrêter de se dévaloriser, il y a 3 méthodes, il y a 3 remèdes qui peuvent franchement bien vous y aider. La première chose, c'est d'arrêter les comparaisons. L'une des premières raisons du syndrome de l'imposteur, c'est la comparaison. On se compare avec des personnes qui semblent être plus que nous.
Ce syndrome de l'imposteur, il n'est jamais réellement lié à nous intrinsèquement, hein. C'est toujours en rapport aux autres. En réalité, il y aura toujours des gens qui feront mieux que nous, tout comme il y a des gens qui font moins bien. Ceux-là, quand on souffre du syndrome, on ne les voit pas. On voit que ceux qui réussissent mieux. Alors, au lieu de vous comparer, eh bien, j'ai envie de vous dire, regardez-les, ces personnes qui réussissent, mais inspirez-vous d'elles. Prenez une personne dont, par exemple, vous admirez la vie professionnelle ou l'aisance en public ou la posture confiante, etc. Et puis, au lieu de vous dire, oh là là, mais j'arriverai jamais à faire ça, moi, j'y arriverai jamais, etc., eh bien, réfléchissez plutôt à ce dont vous pourriez vous inspirer pour pouvoir l'appliquer dans votre quotidien. Repérer, par exemple, essayer d'observer la façon dont cette personne elle est organisée, observer sa posture, les sujets sur lesquels elle intervient, ses habitudes en général. Et puis, inspirez-vous. Ça sera beaucoup plus constructif et puis ça participe à faire disparaître le syndrome de l'imposteur. Après, bon, il faut aussi penser à être reconnaissant. Reconnaissez vos réussites. Une des raisons du syndrome de l'imposteur, c'est que le cerveau il a du mal à enregistrer les réussites. On va focaliser sur ce qu'on a manqué, ce qu'on a raté, sur les erreurs, etc. Alors que pourtant, si vous regardez bien, si vous regardez là où vous en êtes aujourd'hui, depuis tout le temps que vous avez évolué, il y a eu plein de petites victoires. Si votre potentiel s'est développé, il y a forcément plein de petits épisodes positifs qui vous ont permis d'évoluer dans votre carrière, par exemple, même des choses très insignifiantes. Donc l'idée, c'est pouvoir vous dire un jour, posez-vous et faites la liste de 10 petites réussites ou 10 grandes réussites, en fait 10 réussites tout court. Vous notez ça dans un petit carnet, genre petit carnet de gratitude par exemple. Et puis de temps en temps, si vous doutez de vous, eh ben, venez jeter un petit coup d'œil, relisez ces petites réussites, ça va vous faire du bien. Vous pouvez aussi les écrire sur des petits post-it que vous collez stratégiquement dans des endroits où vous êtes sûr que vous allez repasser devant. Ça va vous permettre de vous rappeler des souvenirs gratifiants, ça va vous permettre de régénérer des bonnes émotions au moment où vous en avez besoin. Et puis, une autre chose qui est en effet très symptomatique du syndrome de l'imposteur, c'est écrit en tout petit sur ma diapo, je me rends compte que je n'ai pas écrit très grand, c'est d'accepter les compliments. Une des manifestations du syndrome de l'imposteur, c'est bien souvent, quand on vous fait un retour positif, vous allez répondre avec merci, mais hop, et puis derrière, vous allez vous dépêcher de minimiser votre réussite. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les compliments, par exemple, que vous savez pas quoi en faire, ça vous gêne plutôt qu'autre chose, ça peut être le signe du syndrome de l'imposteur. Alors, il faut vous dire qu'en fait, vous êtes responsable de vos réussites. Il faut que vous les assumiez. Essayez de réfléchir à ce que vous répondez quand on vous fait un compliment et puis essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez corriger à ce moment-là. Si on vous dit, un exemple tout simple dans la vie de tous les jours, dis donc, c'est très élégant, c'est beau ce que tu portes, ça te va bien. Au lieu de répondre c'est vraiment pas grand-chose, c'est 3 fois rien. Habituez-vous à dire merci, c'est gentil, ça me fait plaisir. Voilà, c'est un exemple très simple, mais ça entraîne le cerveau à accueillir le compliment. Si dans le boulot on vous dit super, vraiment super boulot, c'est une belle réussite, je suis très satisfait, mettons un supérieur. Au lieu de répondre de rien, ça m'a pas pris beaucoup de temps, puis c'est le logiciel qui a fait tout le boulot. Habituez-vous à dire merci pour la reconnaissance. Ce qui ne vous empêche pas d'ajouter j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Mais ça ne vient pas minimiser vos mérites. Si quelqu'un cherche à valoriser un travail d'équipe, c'est pareil. Qui est-ce qui s'est chargé de ça? C'est vraiment top, c'est vraiment bien. Au lieu de répondre c'est un travail d'équipe, je n'y serais pas arrivé tout seul, alors qu'en réalité vous vous êtes tapé le boulot tout seul, ça peut arriver. Il faut oser récolter le fruit de votre travail, pouvoir dire merci, je suis content de cette mission, en effet, je suis satisfait, je suis content de moi. Voilà, pouvoir le dire que vous êtes content de vous. Ça ne vous empêche pas d'ajouter d'ailleurs, on a travaillé en équipe, voilà, on s'est réparti le travail, d'autres ont mené à bien d'autres missions, voilà, ce n'est pas au détriment des autres évidemment. Parfois, il faut juste dire merci et accueillir, pouvoir enregistrer la réussite, la savourer un petit peu avant de passer à autre chose comme si de rien n'était. Ça, c'est quand même quelque chose qui est important. Voilà, alors, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir déjouer les pièges pour pouvoir développer la confiance en soi. Maintenant que vous avez des petites clés pour mieux vous connaître, vous pouvez développer une espèce d'agilité pour pouvoir déjouer les pièges du manque de confiance en soi, en commençant par ce qu'on appelle la procrastination. La procrastination, ennemie de la confiance et de l'estime de soi. Alors, dans la catégorie des ennemis de la confiance, c'est vraiment le chef de la bande, c'est la procrastination. Typiquement,
Vous vous dites, bah voilà, après cette conférence, oh, j'ai eu plein de conseils, plein d'idées pour développer la confiance. Je suis vraiment prêt à aller de l'avant, aller à la rencontre des gens plus facilement, à lancer mon projet, ça me tient à cœur. Allez, je vais passer à l'action. Et puis, vous vous dites, ouais, bon, là, finalement, j'ai pas le temps, ou alors j'ai beaucoup de travail, je vais faire ça la semaine prochaine, ou j'ai pas assez dormi, il faut que je me pose un petit peu. Il y a un truc important, il faut que j'aille pas se voir un tel. En réalité, vous avez plein de bonnes raisons de ne pas passer à l'action. Si vous vous reconnaissez, c'est que vous êtes un procrastinateur. Alors, c'est pas un gros mot, hein, je vous rassure. C'est juste le fait de reporter au lendemain des choses que vous devriez faire tout de suite. Je vais le faire, mais pas tout de suite. Alors, pourquoi vous reportez? Il y a plein de raisons. Vous pouvez être perfectionniste et du coup, vous voulez parfois attendre le meilleur moment pour vous lancer. Est-ce que ce meilleur moment, il existe vraiment? Est-ce qu'il arrivera un jour? On ne sait pas. Est-ce que, par exemple, c'est parce que vous êtes distrait par peut-être des choses qui sont moins essentielles, mais qui vont avoir tendance à vous procurer un plaisir instantané, immédiat? Ça, c'est prouvé. Chez le procrastinateur, on observe que ce sont des personnes qui vont aimer les activités qui procurent un plaisir à court terme. Du coup, on va avoir tendance à se laisser distraire par des actions qui vont procurer un plaisir rapide. Peut-être parce que vous n'êtes pas suffisamment organisé aussi, hein, c'est peut-être aussi pour ça que vous procrastinez ou vous avez peur d'échouer. La procrastination, c'est pas de la fainéantise, c'est pas un manque de volonté non plus en réalité, hein. Vous voulez faire quelque chose, mais vous le faites pas tout de suite. Le souci, c'est que plus vous reportez indéfiniment, euh, finalement, plus vous vous exposez à jamais le faire. Alors, à quel moment la procrastination, ça peut venir affecter la confiance en soi? Eh bien, plus vous reportez ce que vous devez faire, moins vous vous sentez capable de le faire. C'est un cercle vicieux qui fonctionne dans les deux sens. Moins vous avez confiance en vous, plus vous procrastinez. Alors qu'à l'inverse, si vous changez de modèle, moins vous procrastinez, plus vous avancez dans vos projets, plus vous allez engranger des réussites et plus vous allez avoir confiance en vous. C'est vraiment le cercle vertueux, c'est l'inverse. Alors, comment faire? Arrêter de procrastiner, ça voudrait dire, allez, à partir de maintenant, j'arrête d'arrêter. Ce qui, pour le cerveau, est très compliqué à intégrer. Donc, on peut évidemment essayer de s'organiser, on peut faire des listes à rallonge, on peut aller remplir des cahiers en mettant de la couleur, voilà, choses à faire, c'est urgent, etc. Vous pouvez collectionner les petits carnets. Mais au final, si vous vous retrouvez à passer autant de temps à remplir des carnets, à faire des jolies listes, qu'à réellement les suivre, bah vous êtes toujours en train de procrastiner. Donc le conseil, c'est de faire le tri. Faire le tri dans vos tâches pour, au final, ne vous fixer que, par exemple, deux objectifs par jour. Claire va vous parler après des objectifs, justement, pour pouvoir définir des objectifs qui soient raisonnables, réalistes, spécifiques, etc. Donc, si la tâche en question, elle vous semble difficile ou contraignante, par exemple, je dois rédiger un rapport, je dois ranger toute une pièce, etc., bah, le mieux, c'est de découper en plein de petites tâches qui vont être beaucoup plus faciles à accomplir. Et si vous avez retenu, bah, une petite tâche facile à accomplir, ça va procurer un plaisir immédiat, et du coup, plaisir immédiat égale procrastinateur, satisfait, content. Donc ça, la procrastination, c'est le caillou dans la chaussure des personnes qui veulent développer leur confiance en eux. Alors après, une fois qu'on s'est débarrassé de la procrastination, on peut réfléchir aussi à engager un changement, engager quelque chose de nouveau dans la vie. Pour ça, bah, la première chose, c'est d'apprivoiser vos émotions. Je ne vais pas refaire le webinaire de la semaine dernière, alors je vais plutôt vous inviter tout simplement à aller visionner le replay du thème qu'on a abordé la semaine dernière sur la gestion, comprendre et mieux gérer ses émotions, qui vous présente les outils qui vous aident à mieux apprivoiser vos émotions. Il y a plein de ressources à utiliser. Il y a des conseils de Claire également sur tout ce qui était phyto. Donc, réutiliser, vous voyez, il y a vraiment du lien entre les 3 webinaires qui sont dans ce cycle, hein. Vous pouvez vraiment utiliser les outils de la semaine dernière pour travailler sur la confiance en soi. Après, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez vous dire, bon, allez, maintenant, il faut que je travaille sur le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est important aussi pour engranger le changement et développer la confiance en soi. Lâcher prise, c'est accepter de ne pas tout contrôler. Être ouvert à l'imprévu. Ça ne veut pas dire arrêter de s'en faire, hein, ça ne veut pas dire, allez, voilà, à partir de maintenant, je m'en fiche de tout. Ça signifie en réalité accepter de laisser faire les choses sur lesquelles finalement vous n'avez aucun contrôle. Ça demande du courage, ça peut demander un effort pour le coup, hein, ça demande un peu de force. C'est comme faire un peu le deuil d'une certaine façon de certaines choses, de certaines situations.
C'est l'idée de se dire, voilà, maintenant je tire des enseignements des situations, des choses, et puis sans regret, sans remords, sans culpabilité. C'est pouvoir se dire, allez, le lâcher prise, ça va être très libérateur. Alors la relaxation, naturellement, ça va vous aider naturellement à lâcher prise. D'autres vont faire du sport. Le sport, ça aide aussi à lâcher prise. La méditation, le yoga, la danse, faire un bon repas en famille, collectionner les repas en famille et puis favoriser les contacts. Tout ce qui permet de diriger l'attention ailleurs, se défocaliser, prendre du recul pour réussir à lâcher prise. Donc le lâcher prise est une donnée importante dans le développement de la confiance en soi. Ensuite, faire de votre mieux. Faire de votre mieux, c'est l'occasion de vous parler des accords Toltec. Je ne sais pas, je n'ai plus le souvenir si on a eu l'occasion déjà d'aborder ce thème. Les 4 accords Toltec, ils ont été écrits par Don Miguel Ruiz. C'est devenu un best-seller. Ces 4 accords sont 4 règles de vie pour apprendre à mieux se connaître et à s'aimer davantage. Je vous recommande vivement cette lecture. C'est hyper facile à lire. C'est une centaine de pages seulement. C'est facile à mettre en œuvre. En plus, c'est des choses assez simples à comprendre pour mettre en œuvre ces 4 règles de vie dans le quotidien. En fait, c'est simple, mais pas forcément toujours facile à mettre en œuvre. Juste rapidement pour vous citer ces accords. Le premier accord, il consiste à se dire que quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Vous n'êtes pas responsable de ce que les autres disent ou de ce que les autres font, même si c'est à vous qu'ils disent ou si c'est à vous qu'ils font. Ça leur appartient, c'est leur vérité, ce n'est pas nécessairement la vôtre. Le deuxième accord, il vous suggère de ne pas faire de suppositions. Il vous invite à vous poser des questions plutôt que de supposer ou d'interpréter les choses qui auraient tendance à vous éloigner de la réalité ou de la vérité. Le troisième accord, il vous invite à avoir une parole impeccable, dans le sens où vos mots, vos paroles, ils ont un pouvoir, ils ont une incidence. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et quatrième accord, c'est celui sur lequel je voudrais insister, celui que je veux mettre en lien avec la notion de confiance en soi qu'on développe aujourd'hui. C'est celui qui vous encourage à faire de votre mieux, quelles que soient les circonstances. Faites toujours de votre mieux, ni plus ni moins. Il faut vous rappeler que le mieux en question, votre mieux, il change de jour en jour, d'année en année, en fonction des situations, en fonction des périodes de votre vie. Donc, quelles que soient les situations, faites de votre mieux de façon à éviter d'avoir des espèces de regrets ou de vous sentir coupable. Faire de son mieux, ça aide à avoir confiance, à développer la confiance en soi. Ça nous pousse à exploiter les meilleures ressources qu'on a en nous. Pour Miguel Ruiz, en question, le fait de s'appliquer dans ce qu'on entreprend, ça permet d'éliminer la culpabilité, la frustration, de se dire j'ai fait mon maximum, j'ai fait de mon mieux. Je suis fière d'avoir donné le meilleur de moi-même. Et rappelez-vous, la confiance en soi, elle découle de l'estime de soi. Donc si je fais des choses qui me rendent fière, eh ben, ça va augmenter ma confiance en moi. En se donnant à fond dans ce qu'on entreprend, on va éviter la sensation désagréable de se dire voilà, ah, si j'avais su, ah, j'aurais dû, etc. En faisant constamment de son mieux, on s'épanouit, on s'accomplit réellement. Voilà. Après, autre chose à faire très importante aussi, c'est travailler votre posture. Autrement dit, développer une nouvelle forme de présence, une posture, une image différente. On sait que nos pensées, elles ont le pouvoir d'influencer notre posture. Mais l'inverse a aussi été démontré. La power posture, par exemple, voilà, cette posture qui consiste à mettre les poings comme ça, relever le dos, et puis c'est une posture qui a tendance à augmenter la sensation de puissance, de force, etc. Simplement le langage du corps, en fait. Il est capable d'affecter la façon, non seulement dont les autres vont nous voir, forcément, parce que ça, c'est facile à comprendre, mais ça peut aussi changer la façon dont nous, on se perçoit. On a le pouvoir d'influencer nos pensées et notre niveau de confiance en nous à travers un travail sur la posture. Il y a une expression qui dit « faites semblant jusqu'à ce que vous le deveniez ». Ben, c'est exactement ça, en fait. Imaginez une personne qui n'a pas confiance en elle, elle va avoir tendance à être un peu en repli, à l'inverse d'une posture d'ouverture. Eh ben, elle va pouvoir corriger sa posture tout simplement déjà en se disant voilà, je redresse la tête, je dégage bien mes épaules, je tiens mon dos bien droit. La posture, c'est aussi le visage, c'est vos expressions. Sourire, par exemple, je souris, je vais tenir mon regard, c'est toujours mieux qu'un regard fuyant. Ma voix aussi, par exemple, ça peut participer à affirmer une posture d'assurance, affirmer votre voix. Entraînez-vous, par exemple, à parler plus fort, à articuler, à parler plus lentement pour être mieux compris, etc. Tout ça, c'est une question d'entraînement, tout simplement. Alors, du coup, ça me permet d'enchaîner. Si c'est une question d'entraînement, eh ben, répétez.
préparer. C'est ça aussi la clé pour développer la confiance en soi, c'est la préparation et la répétition. Tout simplement, devant votre miroir, seul avec vous-même, vous pouvez apprendre à modéliser le comportement, l'attitude confiante. Le ridicule n'a jamais tué personne. Alors, entraînez-vous à présenter, par exemple, votre réunion devant votre dressing en vous observant dans le miroir, tout simplement, debout, à l'aise dans vos mouvements. Vous verrez que vous serez même agréablement surpris du résultat. Vous vous direz, en fait, c'est pas mal, c'est bien, ça va, l'image que je renvoie, elle me plaît. Plutôt que de rester dans vos représentations où vous auriez tendance à projeter la version la moins brillante en réalité de vous-même. Donc ce petit jeu d'acteur, il est très intéressant, il est vraiment très productif. Alors, si vous en avez même l'opportunité, je vous conseille aussi le théâtre, mais bon, tout le monde n'a pas l'opportunité, la possibilité d'en faire, mais il faut aussi que ça se fasse dans une troupe très bienveillante, où chacun peut évoluer à son rythme. Il faut que ça se fasse sans pression, évidemment, mais c'est une activité qui est très épanouissante, très libératrice, parce que ça apprend à gérer le trac, à passer des caps comme ça. Voilà, donc ça me fait aussi encore une bonne transition de dire, bah voilà, une fois que j'ai fait du théâtre, je peux aussi oser devenir acteur. Ça permet de boucler la boucle. Une fois que j'ai passé le cap de mon miroir et que j'ai bien usé les planches, eh bien, je vais transformer l'essai. Le but, à un moment donné, c'est de passer à l'action, appliquer au quotidien, petit pas après petit pas, toutes ces nouvelles capacités. La méthode des petits pas, c'est toujours la meilleure, encore une fois. Hein. Ne sous-estimez pas votre capacité de transformation, votre capacité de changement. L'être humain est par nature une espèce qui s'adapte, qui se transforme, qui évolue. Donc il n'y a pas de raison que vous échappiez à la règle en réalité. Si ça peut vous rassurer, je me suis mis deux repères, enfin deux anecdotes, enfin deux célébrités en tête qui pourraient pour le coup bien faire mentir les gens qui n'ont pas confiance en eux. Bill Gates par exemple, sa première entreprise avait fait faillite. Bon, bah, ça ne l'a pas démonté, il a continué, il a fait confiance à ses idées, à son projet, et puis il a continué à avancer. L'autre, c'est Michael Jordan, je le cite, hein, il dit, voilà, j'ai perdu 300 matchs, j'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière, précisément 26 fois, on m'a fait confiance pour des tirs ultra décisifs, et puis je les ai ratés. Et il explique qu'en fait, il a échoué, et c'est grâce à ça qu'il a réussi. Donc, tout ça pour dire qu'il peut y avoir des hauts et des bas, c'est pas un long fleuve tranquille, tout ça. Mais il faut être patient, il faut faire preuve d'humilité, mais de se dire que cette spirale, elle est positive, elle est dynamique, elle est constructive. C'est quelque chose qui, quand on est pris dans la dynamique de la confiance en soi, c'est quelque chose qui s'auto-nourrit au fil du temps. Je terminerai sur un petit cercle vertueux, voilà, c'est un peu chargé, mais juste parce que ça résume en synthèse un peu mon propos. Se dire que ben voilà, finalement, respirer, c'est la base. C'est le premier outil de régulation de vos états émotionnels, donc respirez. Souriez, même si vous ne savez pas toujours pourquoi, ben la raison, elle viendra en allant. Relâchez-vous, hein, la confiance en soi, elle s'installe plus facilement dans un corps qui est détendu. Accueillez les compliments, c'est ça qui va nourrir l'estime et la confiance en vous. Apprivoisez vos émotions. On sait que l'équilibre émotionnel, c'est ça aussi qui permet de s'affirmer. Agissez, il y a un moment donné de passer à l'action, engranger des expériences qui deviendront rapidement des expériences positives. Vous pourriez être surpris d'ailleurs de la rapidité avec laquelle ça fait effet. Valorisez vos réussites aussi, prenez le temps de les apprécier, de les savourer. Prenez le temps de les enregistrer, tout simplement. Relativiser, c'est aussi relativiser surtout vos échecs. Hein. C'est un échec, ben, c'est juste une occasion de refaire autrement ce qu'on n'a pas réussi la première fois, tout simplement. Pensez, visualisez positif, projetez vos réussites. Le positif attire le positif. Si vous modélisez, vous projetez un comportement positif, vous avez tendance à vous diriger vers ce comportement. Lâchez prise hein, pour vous libérer de vos freins et puis de vous aligner avec vos valeurs pour être davantage en accord avec vous-même. Voilà, tout simplement. Alors, un petit lien pour vous permettre de retrouver les ressources dont je parlais tout à l'heure. Toujours le site www.sophrologie-béthune.fr/mmj confiance, tout simplement. Vous retrouverez le diagnostic des messages contraignants, soit fort, soit parfait, soit dépêche-toi, etc. Et puis le test pour identifier si vous souffrez du syndrome de l'imposteur. Voilà, je vais passer le relais à Claire. Oui, me revoilà. Merci beaucoup, Corinne. Un petit mot juste avant de commencer sur les résultats, les retours qu'on a eus sur l'échelle d'évaluation de la confiance en soi.
Globalement, la réponse la plus partagée, c'est 5, donc c'est la parfaite moyenne. Mhm. Il n'y a aucune réponse entre 1 et 2, ni entre 9 et 10. Le maximum, c'est 8, et il y en a quand même peu qui ont répondu ce niveau-là. Donc globalement, on est vraiment sur un niveau entre 5, 6. C'est ce qui a été le plus partagé. Donc, conclusion, c'était un bon choix de thématique. Bah, exactement. Alors, donc je vais prendre le relais maintenant pour compléter ton propos, Corinne. Et effectivement, je rebondis sur ce que disait Corinne juste à l'instant, sur la notion de changement et finalement de pouvoir qu'on peut avoir sur la création, la construction plutôt de notre sentiment de confiance. Alors, la première chose que je souhaiterais effectivement vous partager, c'est le fait que la confiance en soi se construit et qu'elle se construit à partir d'expériences de réussite, évidemment. C'est important, bien sûr, de toujours se rappeler que la confiance en soi, on n'est pas sur le gène de la confiance en soi qu'on va avoir ou malheureusement qu'on ne va pas avoir à la naissance. C'est bien sûr, alors là, ce n'est pas l'objet de développer cette partie-là, mais bien sûr que c'est très fortement lié à notre construction dans l'enfance. Corinne évoquait la notion des drivers, ça c'est vraiment effectivement des choses qui vont s'inscrire de façon très précoce dans notre construction, mais c'est aussi au fur et à mesure de notre vie des expériences qui vont faire que plus ou moins on va dire « Ah bah oui, finalement, j'arrive effectivement à réussir un certain nombre de choses ». On pourrait presque comparer la notion de confiance à une espèce de grand vase qu'on pourrait venir remplir avec des petites graines, des petits cailloux, des plus gros cailloux, des gros cailloux vraiment pour les grosses réussites, etc. Ça fait un peu d'ailleurs, ça m'a fait penser, Corinne, quand tu évoquais la notion du carnet des réussites. Bah voilà, l'idée c'est d'avoir un peu ce vase qui soit dans notre pièce de vie pour qu'on puisse voilà, passer à côté quand on en a besoin et surtout pas oublier de rajouter notre petit caillou au fur et à mesure. Ça, c'est vraiment ce que tu partageais tout à l'heure, Corinne. Alors, pour enrichir, comment on fait pour remplir son vase? Bien sûr, il y a eu déjà pas mal de choses de nommer tout à l'heure, mais évidemment, pour essayer de réussir un maximum de choses, que ce soit dans la vie professionnelle comme personnelle, eh ben, c'est important de se fixer des objectifs qui vont être alors des bons objectifs, on va voir ce que ça veut dire, un bon objectif, mais des choses appropriées, de façon en fait à se dire je vais me mettre des objectifs. Alors ça ne veut pas dire qu'on va avoir 100% de réussite, bien sûr, mais l'idée c'est qu'on va pouvoir maximiser, potentialiser finalement nos chances de réussite par rapport à nos objectifs. Au plus on va réussir, au plus on va remplir notre petit vase avec des grains et des cailloux, etc. Et au plus, ça va renforcer ce sentiment. Et nous, c'est évidemment un cercle vertueux, encore une fois. Alors, je souris parce que tout à l'heure, il y avait une question sur la notion d'idéal. Je disais que j'allais en parler. Ça fait aussi beaucoup écho à ceux qui se sont reconnus avec le driver soit parfait. Pourquoi? Parce que la notion d'idéal, elle est un petit peu ambivalente. C'est-à-dire que oui, l'idéal, il est intéressant parce que le soit parfait, il est intéressant parce que c'est quelque chose qui va nous tirer vers le haut. C'est un moteur, ça nous amène à ne pas rester sur nos acquis, etc. Par contre, par définition, un idéal, c'est quelque chose qui n'est pas atteignable. Donc, si on confond constamment objectif et idéal, eh ben, fatalement, on va jamais atteindre complètement nos objectifs. Donc, on va finalement se construire petit à petit un sentiment un peu latent d'insatisfaction. Et ça, évidemment, insidieusement, ça va venir grignoter notre sentiment de confiance en nous, parce que forcément, là, on installe un cercle qui est beaucoup moins vertueux. Alors, les critères pour dire qu'on a un bon objectif, alors ça, c'est quelque chose que vous pouvez vous appliquer à vous-même. C'est aussi quelque chose qui peut être intéressant, une grille de lecture qui est intéressante à avoir à l'esprit dans le milieu du travail. Si vous fixez des objectifs avec des collaborateurs, par exemple, ayez quand même à l'esprit cette notion de cette grille de lecture qu'on va voir juste après. Alors, très rapidement, parce que ce n'est pas le lieu de vous faire une formation sur la PNL, mais donc la programmation neurolinguistique, c'est un courant qui est né aux États-Unis. Hein. Je vous donne quelques informations sur le support. Ça vient de deux personnes, c'est intéressant de le dire, parce que Bandler était psychologue et John Grinder était linguiste. Donc, ça pose un peu les fondations de ce courant. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tout simplement observé des personnes qui avaient un talent particulier de la communication
Un exemple pour ceux qui connaissent dans le domaine de la thérapie, ils ont modélisé Milton Erickson. Et en fait, ils ont essayé de décoder en termes de stratégie comment les personnes faisaient pour exceller dans leur domaine, de façon à essayer d'identifier un espèce de protocole, un ensemble de stratagèmes pour évidemment potentiellement le transmettre et pouvoir le réutiliser et amener d'autres personnes à les mettre en place. Alors, la PNL, ça a été utilisé, alors bien sûr en thérapie, hein, c'est un outil de ce qu'on appelle un outil de thérapie brève dans ces courants, qui est donc beaucoup plus fixé sur le changement. Hein. La grande différence des thérapies brèves, c'est que on arrête de touiller, entre guillemets, sur le passé, essayer de comprendre, etc. Ça, c'est vraiment tout l'apport de la psychanalyse et de Freud. Et là, on se dit, OK, on est comme ça à un instant T, j'en ai marre, je veux changer les choses, et donc tous ces courants-là vont nous apporter des outils de changement. C'est utilisé également en entreprise, etc. C'est vraiment quelque chose, puisque le fil conducteur, c'est la communication, on peut vraiment l'utiliser de façon assez large. Alors, c'est quoi le rapport de la PNL avec la confiance en soi? C'est que donc la PNL, une des choses intéressantes, je trouve, à extraire de ce courant-là, c'est qu'elle a donné en fait une espèce de grille de lecture pour valider les objectifs qu'on va se fixer dans un domaine personnel ou professionnel, peu importe, de façon à les rendre les plus accessibles possibles. Évidemment, plus on va se fixer des bons objectifs, plus on va potentialiser nos expériences de réussite et de plus en plus, on va venir remplir notre base de confiance et renforcer notre système de confiance. Alors, ces critères, le premier, extrêmement important, c'est que l'objectif doit avoir une formulation. Donc là, on est vraiment sur la notion je vous disais, il était linguiste, hein, le deuxième qui a créé la PNL. Donc, les mots ont vraiment une importance essentielle, sachant que le cerveau, vous le savez peut-être, et je crois qu'on en a parlé, je ne sais plus tout à l'heure ou la fois précédente, sur le fait que le cerveau ne connaît pas la négation. Si je vous dis ne pensez surtout pas à un éléphant rose, qu'est-ce qui se passe instantanément? Vous avez l'image d'un éléphant rose. Le cerveau, pouf, il a juste retenu éléphant rose. Donc sur un objectif, évidemment, l'idée c'est d'avoir une formulation qui soit positive. Un exemple pour que ça soit bien clair, dans un contexte professionnel, on parlait tout à l'heure, admettons que vous avez une réunion, quelque chose qui vous met la pression et vous avez peur de perdre vos moyens en réunion. L'objectif à vous mettre ne va pas être « je ne veux pas perdre mes moyens en réunion ». Pourquoi? Parce que là, il y a perdre vos moyens, donc quelque part, ça vous conditionne déjà dans un état négatif. L'idée, ça va être, alors ça ne veut pas dire que ça va être ça pour tout le monde, hein, mais si c'est ce que ça représente pour vous, la question à vous poser, c'est comment ce serait si je ne perdais pas mes moyens. Donc, ça peut être je veux m'exprimer clairement, je veux expliquer mes idées facilement, de façon à vraiment vous mettre déjà dans ce qu'on appelle l'état désiré. Et ça, c'est déjà forcément, d'un point de vue neurologique, une façon de vous connecter au futur et à ce que vous voulez, à la réussite en fait, ce que vous cherchez à atteindre. Donc ça, c'est vraiment une première chose importante. Deuxième critère, un objectif qui soit sous votre entière responsabilité. L'exemple le plus parlant, c'est vous passez un concours. Un concours, par définition, c'est des places limitées et donc ça engage un certain nombre d'autres personnes dans la course. Si vous vous dites « je veux réussir le concours », déjà vous sentez peut-être intérieurement la pression que ça vous met, évidemment tout le stress, etc. L'idée, c'est qu'un concours, forcément, il y a une part qui n'est pas sous votre contrôle. Déjà, en termes de contenu, de choix, de sujet, etc., il peut tout à fait arriver que le sujet sur lequel vous allez être interrogé, vous ne l'aviez pas dans votre programme, pour une raison X ou Y. Et puis, bien sûr, comme ça dépend de la bonne réussite, entre guillemets, des autres, ça, typiquement, ce n'est pas sous votre contrôle. Donc, l'objectif qu'il faudrait vous formuler par rapport à ça, ce serait, par exemple, mon objectif, c'est d'arriver au jour du concours, prêt, avoir revu, avoir mis en place toutes mes boucles de vérification en termes d'apprentissage, savoir que voilà, tout ce que le programme, tout est vu, etc. Ça peut être aussi, je veux arriver en bonnes conditions. Donc, je veux préserver mon sommeil les jours précédents, je veux faire attention à mon alimentation, arriver le jour de l'épreuve avec ce qu'il faut, mes petits fruits secs, mes oléagineux, pour être en forme et en énergie pendant toute l'épreuve, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont OK parce que ça ne dépend que de vous pour le faire. Troisième critère important, c'est la notion d'un objectif écologique. Alors ça, c'est typiquement un mot PNL. L'écologie, ça veut dire qu'on va respecter la personne dans tous ses aspects. On va dire un peu, si on
prends là, je ne sais pas si c'est juste comme comparatif, mais l'expression déshabiller Paul pour habiller Jacques, si on gagne d'un côté, mais que d'un autre côté, on va perdre autre chose, eh ben, l'écologie n'est pas respectée. Alors, l'idée pour pouvoir valider, parce que ça peut paraître un petit peu flou, la question à poser, c'est, pour soulever un petit peu ces freins, c'est si cet objectif n'est pas atteint, est-ce que je peux y trouver des avantages? En gros, l'idée, c'est de pouvoir faire émerger l'intention positive potentielle du problème. Exemple, vous dites je veux arrêter, non pas arrêter, je veux boire moins de café parce que j'ai vu que, on pourra en reparler peut-être, j'ai vu que le café pour la gestion du stress et pour le niveau de stress, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et puis vous dites ça, et puis finalement la semaine se passe et vous n'avez pas réussi à atteindre cet objectif. Est-ce que vous avez des avantages à continuer à boire du café? Par exemple, qu'est-ce qui pourrait émerger? Eh bien oui, la pause café, par définition, c'est la pause café. Donc si vous arrêtez de boire du café, eh ben, ça veut dire que vous n'aurez plus l'occasion d'aller faire la pause, ou alors d'aller avec votre tasse faire le tour des équipes et puis discuter avec les collaborateurs, des choses dont vous avez besoin ou qui vous font du bien, etc. Donc, ça veut dire que l'objectif à verbaliser, ça ne va pas forcément être « je veux boire moins de café », parce que déjà, ce n'est pas très précis, ce n'est pas une formulation positive. Ça peut être « je remplace un café sur 2 dans ma journée. Si j'en bois 6, eh ben, j'en garde que 3 et les 3 autres, je remplace par n'importe quoi, un verre d'eau, une tisane, un thé, peu importe, mais quelque chose qui fera que dans tous les cas, vous aurez encore cette pause et de cette façon-là, votre écologie va être respectée et peut-être que vous allez vous rendre compte que l'objectif sera plus facile à atteindre. Quatrième critère, c'est le fait que l'objectif soit très contextualisé. C'est-à-dire que, alors sur un autre sujet assez classique, à la rentrée, en janvier, en septembre, c'est « allez, je vais me remettre au sport, je vais faire du sport ». Et puis pareil, tous les lundis, vous vous dites « bon, allez, cette semaine, je m'y mets ». Et puis arrive le vendredi, vous vous rendez compte que vous n'avez absolument pas fait de sport. Alors, comment contextualiser l'objectif? C'est très simple. Il faut vous poser la question « ok, faire du sport, où ? Une salle de sport, la natation, piscine, ok, laquelle? Proche de votre travail ou proche de chez vous, etc. Quand? Quel jour précisément? Et quel créneau dans la journée vous allez consacrer? Si vous avez un agenda surchargé, il est évident qu'il va falloir créer de la place. Donc, à quel moment? Éventuellement, avec qui? Le sport, peut-être vous avez votre collègue de bureau qui est ultra motivé, qui a du mal aussi à s'y mettre, qui adore le pilates et qui va vous dire « ah oui, le cours de pilates de la salle d'à côté, là, moi, je serais super partante pour le faire ». Ok, donc ça sera, l'objectif au final, ça sera, bon, dans la semaine, mon objectif, c'est d'aller le mercredi dans un premier temps, parce que ça peut être progressif, le mercredi, je vais aller faire mon cours de pilates entre 13h et 14h avec ma copine Nathalie du bureau d'à côté, et voilà. Et là, tout de suite, quelque part, vous vous êtes déjà programmé et vous l'avez presque déjà vécu intérieurement, et donc forcément, vous êtes déjà engagé sur le changement et la réalisation de l'objectif. Et finalement, un objectif vérifiable, c'est un petit peu compiler tout ça, visualiser, essayer de voir, de vous projeter. Est-ce que la motivation, vous sentez qu'elle est déjà engagée? Est-ce que vous vous y retrouvez? Est-ce qu'il n'y a aucun sentiment qui fait « oh, il y a un truc là bizarre ?» et est-ce que c'est précis, etc. S'il y a quelque chose qui coince, eh ben, il faut revenir en arrière, rebalayer un petit peu les critères et vous dire « ok, est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas identifié ?» Alors, j'ai été un petit peu vite, hein, mais c'est pour vraiment avoir le temps de terminer tous les outils qu'on voudrait vous présenter aujourd'hui. Alors, en naturopathie, j'ai beaucoup parlé la semaine dernière de l'aromathérapie. Donc là, je vais vraiment aller très vite parce que l'idée, c'est pas de redire. Je rejoins Corinne. S'il y a vraiment des centres d'intérêt en plus particulier sur ça, il y aura évidemment plus de précision sur le premier webinaire. Juste pour vous dire qu'il y a quand même une huile essentielle incontournable concernant la confiance en soi, c'est le laurier noble. Alors, a priori, ça ne devrait pas vous surprendre. En plus, je vous ai mis la petite image de la couronne de laurier. Bien sûr, hein, historiquement, les Romains mettaient une couronne de laurier aux vainqueurs en signe, en reconnaissance de leur bravoure, de leur courage, etc. Donc, dans l'imaginaire collectif, le laurier, la couronne de laurier, c'est vraiment associé au succès, à la réussite, etc. Il se trouve qu'au-delà du symbole, en huile essentielle, le laurier noble, alors c'est une huile essentielle extrêmement intéressante parce qu'elle a beaucoup de vertus différentes, mais en tous les cas, sur le sujet qui nous intéresse, elle a des propriétés neurotoniques. Alors, neurotonique, ça veut dire que ça va stimuler vos capacités intellectuelles. Il y en a d'autres, la menthe poivrée, par exemple,
le romarin à cinéole, c'est aussi des huiles essentielles qui vont avoir un effet coup de boost intellectuellement parlant, quand vous avez besoin d'être bien concentré sur une tâche, etc. Voilà, le laurier noble va déjà vous apporter cet aspect neurotonique. Psychostimulant, on est plutôt sur l'aspect justement plus émotionnel. Et là, vraiment, c'est là où ça se joue, c'est que respirer le laurier noble, ça vous met dans un état d'esprit, ça booste véritablement votre sentiment de confiance, de force intérieure. Ça vous donne de l'audace, etc. Donc, quand vous sentez que vous êtes un peu timide, qu'il y a des difficultés à vous lancer, à oser quelque chose, vraiment, le laurier noble va immédiatement, c'est une des choses qu'on a vues la semaine dernière, c'est que l'avantage de l'huile essentielle, c'est qu'elle a une action instantanée au niveau du cerveau limbique, qui est le cerveau des émotions. Donc, parfait pour les personnes qui vont, voilà, avant une échéance, avant un examen, avant une réunion, quelque chose où vous avez besoin de vous sentir fort, bien en phase au niveau intellectuel, etc. Et puis, voilà, ne plus avoir la notion d'échec derrière la tête. Donc, comme on l'a vu la semaine dernière, ce qui est intéressant, là, c'est d'utiliser la voie olfactive, donc l'olfactothérapie, donc tout simplement de voir le flacon, de l'ouvrir et de le respirer instantanément. Vous allez avoir un effet de toute façon. On peut aussi tout à fait l'utiliser en voie cutanée, toujours diluée parce que potentiellement elle peut parfois donner des réactions allergiques, le laurier. Donc ça veut dire que vous mettez une toute petite goutte dans une cuillère à café, par exemple, un petit peu moins d'une huile végétale, n'importe laquelle, amande douce, jojoba, ce que vous avez sous la main, voire huile d'olive si vous avez que ça. En massage, alors ça peut être ici sur le creux des poignets, vous frottez un petit peu et puis vous respirez. Ça vous donnera l'occasion de faire un petit exercice de respiration au passage. Éventuellement aussi au niveau du plexus solaire, ici au niveau de la poitrine, c'est vraiment bien sûr le point où il peut y avoir facilement des tensions, des contractions, on est un peu comme ça, donc forcément c'est bien de libérer un petit peu cette zone-là. Les contre-indications, je vous les ai indiquées. Diluer, les personnes asthmatiques, attention parce que ça peut être un petit peu irritant. Pas pour les enfants de moins de 6 ans, certainement pas. Et femmes enceintes et allaitantes, on évite également. Je passe sur les autres propriétés du laurier. C'est un super anti-infectieux pour toutes les problématiques de bouche. Voilà, il y a les problématiques de peau aussi également. Le laurier va être intéressant. Et si je vous le dis quand même au passage, pour ceux qui s'intéressent aux huiles essentielles, le laurier noble, c'est une des rares huiles essentielles qui ait une propriété antalgique. Donc dès qu'on veut travailler sur des problèmes de douleur articulaire ou autre, le laurier noble va être intéressant. Alors, je garde vraiment un peu de temps pour vous parler des fleurs de bac, parce qu'en plus, la semaine dernière, on m'a posé la question « Que pensez-vous des fleurs de bac ?» Alors, je n'en pense absolument que du bien, et ça fait partie des outils que j'utilise énormément en cabinet pour travailler sur les émotions. Alors, très rapidement, parce que vraiment, la vie du docteur Bach est j'allais dire un roman, mais c'était sa vraie vie, mais c'est vraiment intéressant, à plus d'un titre, de lire un petit peu sa biographie. Donc, vous voyez, je vous ai mis ses dates, ça date un petit peu, justement. Il était médecin et bactériologiste, extrêmement reconnu, c'était quelqu'un de vraiment reconnu par ses contemporains. Et en fait, il s'est très rapidement intéressé aux tests de l'homéopathie, de Hahnemann, c'est lui le fondateur de l'homéopathie. Pareil, il y aurait beaucoup de choses à dire à ce niveau-là. Un des grands principes que je trouve extrêmement intéressant et qui rejoint les principes de la naturopathie, c'est que on va soigner non pas une maladie ou une pathologie, mais on va soigner une personne. Ça montre déjà l'approche, qu'on va dire, holistique qu'on peut avoir sur ces notions-là. Et donc, lui, il va chercher en fait à trouver des remèdes. Donc, il va s'intéresser aux plantes. Alors, je fais des raccourcis, mais c'est pour aller vite, pour vous donner les clés, pour trouver des remèdes qui soient accessibles à tous et simples d'utilisation. Je vous ai mis son idée, mais j'ai presque envie de dire son intuition, parce que c'était quand même extrêmement avant-gardiste pour l'époque, par rapport à ses contemporains. C'est que finalement, tous nos problèmes, qu'ils soient physiques ou autres, la source de toutes les maladies, pour lui, serait avant tout une détresse morale. Détresse morale, c'est-à-dire qu'on se situe sur un niveau beaucoup plus émotionnel. Je vous ai mis cette citation parce que je la trouve belle et je la trouve très représentative de son approche, et je vous dis, ça rejoint vraiment les principes de la naturopathie. La santé est notre patrimoine, notre droit. C'est l'union complète et entière de l'âme, de l'esprit et du corps. Et ce n'est pas un idéal inaccessible, mais quelque chose de si simple et de si naturel que bon nombre d'entre nous l'oublient. Je vous laisse un petit peu méditer là-dessus, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Je pense qu'il était très inspiré comme monsieur. Alors concrètement, il a mis au point 38 fleurs de bac.
chacune correspondant à un état émotionnel quelque part, pas forcément, forcément avec un versant négatif, mais on va dire un état de fait, un mode de fonctionnement émotionnel, on pourrait, si on pouvait dire. Comment ça se fait? Alors rapidement, en fait, c'est une macération, c'est une dilution, hein, donc c'est pour ça que ça rejoint un peu l'homéopathie. On cueille les fleurs, on les met dans une macération, au soleil, etc. Voilà, je vais vite, mais il y a tout un procédé assez précis à respecter pour pouvoir garder toute la qualité et le pouvoir de la plante qu'on va ensuite utiliser. Et c'est gardé, c'est conservé dans un support alcoolique. Originellement, c'était du cognac. Donc, selon les labos, on va trouver du cognac ou un autre alcool. Si vous avez déjà utilisé les fleurs de Bach, vous avez pu ressentir que, alors là, on est à l'inverse complètement des huiles essentielles qui sont un concentré d'actifs. Là, on est sur un niveau beaucoup plus subtil, ce qui fait qu'on a un effet extrêmement doux et régulateur. Vraiment, ça rééquilibre en profondeur et de façon très, très douce et progressive les états émotionnels. L'avantage, à contrario de l'aromathérapie, c'est qu'il n'y a absolument aucune contre-indication et aucun effet secondaire. Le seul risque qu'on prend en fleur de Bach, c'est de se tromper, de ne pas avoir senti la bonne fleur de Bach qui résonne avec la personne, et à ce moment-là, de ne pas avoir évidemment un effet optimal. Un petit bémol sur le fait que, bien sûr, c'est un macérat alcoolisé. Donc, s'il y a absolument contre-indication formelle, même si on s'est dilué, hein, mais si on ne doit vraiment pas prendre d'alcool, il existe certains labos qui font des fleurs de Bach à base d'érable, pour information. Alors, le principe des fleurs de Bach, c'est que, par principe, l'idée, c'est de se faire conseiller par quelqu'un qui les connaît. Moi, la première qui les connaît toutes, si je dois en prendre pour moi ou si je sens que j'ai besoin d'un petit soutien à ce niveau-là, je vais demander à quelqu'un ce qu'il en pense, de me conseiller en termes de fleurs de Bach, évidemment parce qu'on n'est jamais le meilleur, voilà, on a besoin d'une certaine distance pour se faire conseiller. Pour information, je vous présente quand même l'une d'entre elles, qui est vraiment la fleur, là aussi, de la fleur de Bach de la confiance en soi, c'est l'arche. Bach, je vous l'ai mis entre guillemets parce que ça, c'est la façon dont il l'a décrit. L'arche permet de passer du sentiment d'infériorité à l'épanouissement personnel. Donc là, on est typiquement sur un ressenti de fragilité au niveau de la confiance, de toujours se dire la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de l'échec, qui peut aller jusqu'à je ne fais rien, on parlait de la procrastination, ça peut être ça aussi. Du coup, je ne me lance dans rien, je n'ose pas faire les choses par peur de l'échec. L'idée, c'est du coup d'aller vers le sentiment beaucoup plus positif de cette fleur qui va vous mettre dans un état de vous sentir capable d'affronter la réalité, de vous engager, ça vous met dans une énergie, de prendre des risques, de passer les obstacles comme Bill Gates avec sa première entreprise, sans être découragé et sans avoir peur, sans être finalement dans cet attentisme de peur de l'échec finalement. Tout simplement de faire de votre mieux, comme disait Corinne également tout à l'heure. Comment ça se prend très rapidement? Alors, ça se présente comme ça. Je vous en ai un juste là, j'en parlerai juste après. C'est le Rescue. J'en ai toujours. Il est ici dans mon cabinet. Donc, c'est des gouttes. Hein. Donc, il y a un petit compte-gouttes. Et donc, l'idée, c'est de prendre. Alors, le mieux là, c'est de les diluer dans un verre d'eau 3 fois par jour pendant 21 jours. Vous faites une pause d'une semaine et éventuellement, vous reprenez 3 semaines. Bien sûr, après, c'est pour ça que c'est bien d'être conseillé parce qu'on refait le point, on voit comment ça bouge, on se dit, ah, peut-être que là, il y a une autre fleur qui pourrait continuer, compléter ou prendre le relais. Voilà, il y a évidemment après toute une stratégie d'accompagnement et de travail avec les fleurs de Bach. Le deuxième remède que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est souvent, justement, c'est celui-ci, c'est le Rescue, remède d'urgence hein, pour le nom en français. C'est souvent finalement ce qui est le plus connu. Vous me direz peut-être si c'est le cas. Souvent, les fleurs de Bach, on connaît au moins de noms sans forcément en savoir beaucoup dessus. Et bien souvent, ce qu'on a utilisé ou ce qu'on nous a conseillé le plus facilement, c'est le fameux Rescue. Donc le Rescue, c'est un petit peu l'exception à la règle dans la méthode du Dr Bach. Pourquoi? Parce que c'est un remède qui va se prendre de façon ponctuelle. C'est un ensemble de plusieurs fleurs. Et comme son nom l'indique, il est réservé aux situations d'urgence. Donc, pourquoi ça fait du lien avec notre sujet d'aujourd'hui? C'est que justement, dans toutes les situations qu'on évoquait, les situations qui vous mettent dans un questionnement de capacité, où vous avez peur de ne pas être à la hauteur, etc., forcément, tout ça, ça induit un niveau de stress intérieur qui peut être plus ou moins marqué. Donc, ponctuellement, vous allez pouvoir prendre ce remède.
Là, c'est un petit peu différent. Comment vous le prenez? Vous allez le prendre, par exemple, là, avant, je sais pas, une prise de parole qui vous met dans un état de stress, et ben, vous en prenez juste 3 gouttes un petit peu sous la langue, vous laissez poser, vous laissez passer un petit quart d'heure. Si nécessaire, si vous êtes vraiment dans une crise d'angoisse très forte, une attaque de panique, pensez également au rescue, hein, c'est tout à fait le remède approprié pour vraiment essayer de faire baisser le niveau émotionnel. Vous renouvelez tous les quarts d'heure jusqu'à ce que vous sentiez un minimum d'apaisement et de calme intérieurement. Sur une période, comme je vous ai mis, une période de crise, c'est-à-dire que vous savez que vous allez avoir 2-3 jours pour des raisons personnelles ou professionnelles, vraiment de grosses tensions, de grosses difficultés. Là, vous pouvez le prendre, mais c'est quand même ponctuel, mais sur 2 ou 3 jours, régulièrement, 3 à 4 fois dans la journée, pour essayer de moduler et d'éviter qu'il y ait un pic qui soit trop important de tension et d'émotions débordantes. Alors, je regarde si je vous ai tout dit. Oui, dans les exemples, alors effectivement, des échéances qui vous mettent dans un état de stress, dès qu'il y a choc émotionnel, là, évidemment, je vous ramène aussi à tout ce qu'on s'est dit la semaine dernière par rapport à la surcharge émotionnelle. On a parlé de l'aromathérapie. Là, le rescue, d'une manière générale, quand il y a surcharge émotionnelle, quand il y a un choc émotionnel très violent, et quand je dis choc, c'est un choc... alors bien sûr, vous perdez quelqu'un, un deuil, quelque chose, un accident, etc. Mais même un choc physique, on peut penser aussi au rescue, puisqu'il va venir travailler sur les chocs, quels que soient les niveaux les niveaux où ça se situe. Voilà, donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'idée, c'est que le mieux, c'est vraiment de se faire conseiller, parce que vous allez pouvoir, bien sûr, lire un peu la description. Alors, selon les lectures, vous allez avoir des descriptions qui vont être plus ou moins aussi caricaturelles. Hein. L'idée, c'est de ne pas vous dire « Ah bah tiens, elle m'a conseillé ça, oh là, c'est vraiment, je ne m'y retrouve pas, c'est quand même pas à ce point-là. » Non, bien sûr, on est sur des descriptions qui sont un petit peu poussées, mais la fleur de bac, voilà, elle va travailler de façon assez fine. Mais voilà, dans l'absolu, c'est vraiment important de se dire que c'est bien d'avoir une prise de recul et un regard extérieur pour vous conseiller soit une, soit 3, éventuellement une synergie de fleurs de bac. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des questions, je n'ai pas eu le temps de lire, mais oui, c'est le moment. Il y en a eu. Alors, il y a effectivement, on va pouvoir échanger. Oui, tout à fait. Il y a Béatrice que je salue parce que nous avons échangé en plus par mail depuis la semaine dernière. Béatrice qui confirme qui a essayé, qui a commencé le rescue pendant sa grossesse il y a 13 ans, pendant un événement très grave qu'il a adopté, et les fleurs de bac, et puis y compris pour ses filles, puisqu'il existe une version kids. Oui, voilà. Et puis, ouais, tu confirmes, tu valides. Et puis, il y a quelqu'un, alors je sais, j'ai plus le prénom, quelqu'un qui nous a posé la question sur les tisanes de fleurs de bac. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Alors, moi, j'aime bien parler de ce dont j'ai l'expérience. Donc, personnellement, je sais qu'il y a tout un... J'allais dire spontanément tout un business, parce que c'est quand même effectivement des choses qui se vendent, mais il y a voilà, toute une déclinaison de produits autour des fleurs de bac. Alors, j'avoue que j'ai tendance à être un petit peu pointilleuse et plutôt dans le respect de la méthode originelle du Dr Bach, au-delà du fait que, bien sûr, c'est comme pour tout, comme pour les huiles essentielles, selon les laboratoires, eh ben, la qualité va être plus ou moins bonne, on va dire. Donc, tous les autres produits, personnellement, à la fois, je ne les utilise pas pour moi, et du coup, je ne les conseille pas parce que je n'en ai pas non plus l'expérience. Donc, je réponds, c'est une réponse de Normand, parce que finalement, je ne réponds pas, mais parce que je n'en ai pas l'expérience. Donc, je ne connais pas la qualité et l'effet de ce genre de produit. Moi, j'ai tendance à me dire, voilà, le plus efficace, effectivement, c'est de pouvoir avoir d'identifier la bonne fleur de bac, et le rescue vraiment dans sa composition originelle. Alors oui, on parlait des enfants, tout à fait, parce que après, il faut toujours se dire qu'une goutte diluée, voilà, en termes vraiment de concentration d'alcool, ça représente vraiment quelque chose de très minime, mais évidemment pas pour un nourrisson, par exemple. Ceci dit, on peut l'utiliser en voie cutanée. Je parlais du plexus tout à l'heure, ça j'en ai déjà fait l'expérience. Quelques gouttes en externe, on n'en parle pas forcément souvent. Si la personne n'est pas en état, si elle a fait une crise un malaise, etc., une crise de spasmophilie typiquement, on peut penser au rescue en cutanée sur le plexus. Donc c'était Sylvana qui posait la question. Pardon pour Sylvana, je n'ai pas son prénom. Et puis il y a également, alors
Zeynep, je ne sais pas si je le dirai correctement, qui pose la question de la marque. Quelle marque de fleurs de bac sans alcool? Ah, sans alcool. Alors, sans alcool, il y en a peut-être plusieurs. En tout cas, moi, celle que je connais, et c'est pour le coup sur un laboratoire de confiance, c'est le laboratoire DEVA, comme ça se prononce, DEVA. Ce qui est intéressant aussi, c'est pour ça que je le conseille parfois, c'est que, alors ils vendent des élixirs floraux, pas seulement les élixirs de fleurs de bac, parce qu'en fait, il y en a d'autres. Il y a les fleurs du bush australien, il y a des fleurs décomposées de DEVA, justement. En tout cas, c'est une qualité, c'est une bonne qualité. Et en fait, on peut composer aussi son élixir en fonction des fleurs qu'on veut. C'est un avantage quand on veut faire une synergie, ça évite d'acheter toutes les fleurs en unitaire. Et donc, vous allez pouvoir choisir une base soit en alcool, soit à base d'érable, justement. Mais il y en a peut-être d'autres. Hein. Ok. Merci Claire. Voilà, j'espère que ça répond à la question. On avait une question aussi tout à l'heure, quelqu'un qui posait la question sur le lâcher prise, comment savoir si on a besoin de lâcher prise. J'ai répondu dans le chat. En réalité, il y a plein de questions à se poser. Hein. Le sujet est un petit peu large parce que selon les situations, se poser la question, est-ce qu'on se sent prisonnier d'une situation, d'un raisonnement, d'un fonctionnement? Est-ce qu'on a du mal à prendre du recul? Est-ce qu'on a cette difficulté à installer de la distance? Est-ce qu'on se sent dépendant aussi, dépendant des personnes, dépendant des situations, dépendant des lieux, des événements, etc. Est-ce qu'on a besoin, est-ce qu'on ressent le besoin d'avoir toujours le contrôle? Par exemple, typiquement, les personnes qui ont du mal à lâcher prise en séance sophro, elles vont avoir du mal à se dire, allez, maintenant, je peux me détendre. Si j'ai du mal à me détendre, si je suis toujours en tension, au besoin d'avoir le contrôle, de maîtriser les situations, ça peut être un signe aussi qu'il y a un besoin de lâcher prise. En réalité, il faudrait analyser, se questionner, s'interroger sur différents aspects, en tout cas sur quoi ça porte, quel est le sujet, pour comprendre s'il y a matière à lâcher prise. Si on répond oui à ces questions, c'est qu'on gagnerait en équilibre, on se sentirait plus équilibré émotionnellement si on lâchait prise, en tout cas. Voilà, j'espère que ça répondait à votre question. J'ai mis la réponse dans le chat, une longue réponse, mais ça mériterait qu'on échange sur un sujet précis pour le coup. Oui, j'allais dire, ça mériterait un webinaire à part entière, voire peut-être une vie entière sur la réflexion autour du lâcher-prise. D'autant que c'est effectivement, là pour le coup, une notion assez abstraite. Et donc, qu'est-ce qu'on met chacun aussi, nous, comme réalité concrète derrière le mot lâcher-prise? Parce que c'est vrai que ça peut avoir des significations assez différentes, et forcément en termes d'accompagnement et de signaux aussi de lâcher-prise, de même qu'on a tous des signaux différents en termes de stress et de niveau de stress et de tension, forcément, on a aussi une réalité différente. Donc, c'est vrai que c'est une vaste question extrêmement intéressante, mais qui mériterait beaucoup de temps à ce niveau-là. Ça me fait penser, j'ai une personne que j'avais accompagnée qui m'avait fait un cadeau, c'est très gentil, j'avais apprécié son geste, c'était gentil. C'était une citation que j'ai accrochée, en plus c'est dans le cabinet, une citation qui dit que parfois lâcher prise est un acte plus puissant que de se défendre ou de s'accrocher. Donc voilà, ça résume peut-être assez bien c'est un acte puissant, le lâcher prise, on peut le dire comme ça. Ça pourrait être un 5e accord Toltec. Ouais, voilà, tout à fait, exactement. Alors, oui, Béatrice qui dit que, Béatrice, elle est partante pour un webinaire sur le lâcher-prise, car c'est très subjectif, en tout cas, les sessions. Merci à vous, Béatrice. D'ailleurs, je regarde aussi. Je pense qu'on a fait le tour des questions, Corinne. J'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions. S'il en reste, les fleurs de bac, on a répondu. Alors, il y a une question que je n'ai pas comprise, en fait. C'est Delphine qui avait mis un petit mot à propos de... Il y a plusieurs facteurs, mais je n'arrive pas à resituer la question dans le contexte à propos de quoi c'était évoqué. Des facteurs surtout personnels avec un enfant de 12 ans qui est très agressif. J'arrive pas à comprendre Est-ce que c'était une question peut-être, hein? C'est peut-être ça qu'il faudrait que je demande. Si on est passé à côté de certaines questions, on s'en excuse, et on a encore quelques minutes. Hein. Alexandre va nous dire si on peut encore rester. Nous, on est disponible. Hein. Donc, n'hésitez pas à nous les remettre s'il y a des choses qu'on a zappées. Et si vous avez des questions qui vous viennent après, vous pouvez vous dire qu'on se retrouve d'ailleurs la semaine prochaine, parce que ça. Oui. Je profite pour faire le teasing du dernier rendez-vous. Bien vu, copilote. Vendredi prochain.
Même heure, même endroit. Et là, on parlera d'efficience au travail. Donc, encore une fois, rester en énergie, rester concentré en énergie au travail. Ce sera le. Ben voilà, merci. Hyper réactif. Merci, Alexandre. Merci à vous, effectivement, de faire la transition avec ce qui s'est passé la semaine dernière et que vous pouvez retrouver en replay avec le document. Et comme ça, on répondra en même temps à Léa, effectivement, sur le fait de pouvoir avoir la chance de télécharger la présentation. Et puis, surtout, l'avenir avec vendredi 29 à 13h, la semaine prochaine, un autre rendez-vous sur optimiser son énergie au travail avec toujours nos deux pilote et copilote. Voilà, c'est ça. Alors, je vous laisse. Alors, le lien MMJ Confiance semble fonctionner, nous dit Léa. Donc, Ah, super. il y a eu un petit bug, mais il Je fais semblerait une que petite tout mise à jour le temps que. Voilà. Claire termine. Donc, tant mieux pour cela. Et d'ailleurs, on peut peut-être retrouver ce lien justement désormais. Je vais essayer de vous l'ajouter en plus. www.sophrologie-béthune. Alors, ouais, je vais. .fr/mmj confiance. On va Il n'y a pas essayer de code, il n'y a pas de. C'est juste que le lien est donné juste uniquement ici. D'accord. Bon, bah parfait. Je vais essayer de vous le remettre en lien collé. Est-ce que Bon, de vous... toute façon, il est dans le diaporama et il sera dans le replay du coup. Oui, tout à fait. Ouais. Je vais aussi proposer tout de suite l'enquête pour peut-être libérer les personnes qui ont une contrainte, si besoin, pour qu'ils puissent quand même répondre à ce sondage de satisfaction qui est important pour l'ensemble des équipes de la MMJ, bien sûr, qui vous invite aujourd'hui, je le rappelle, et puis aussi à nos co-animatrices qui étaient avec nous aujourd'hui et qui ont ainsi pu vous donner plein de conseils. Je vous laisse regarder. Je crois que je n'ai pas vu d'autres questions. Hein. En tout cas, vous avez été très complètes. Merci, mesdames, pour avoir pu répondre à tout cela. Et puis, on a le lien donc, qui va pouvoir peut-être s'afficher ici. Espérons que ça fonctionne aussi. Voilà, c'est bon. Pour ceux qui veulent retrouver ce fameux lien, vous pouvez le retrouver en partie haute du chat. Je vais vous libérer, mesdames, si vous souhaitez. Et puis, je vous dis à très vite, dès la semaine prochaine, pour un troisième et dernier rendez-vous. Je remettrai tout de suite les dates pour terminer cette conférence. Merci encore à Claire et à Corinne. Merci à tout le monde pour Alexandre. votre fidélité et à bientôt. Au revoir. À bientôt. À la semaine prochaine, même jour, Voilà. même heure. C'est ça, Au 13h. Merci à vous. Au revoir. Au Et bon revoir. week-end. Merci, bon week-end. Allez, encore quelques instants pour récolter vos derniers votes. Merci à vous. Et puis après, nous pourrons revoir effectivement cette date du 29 avril pour